Bonjour, on se retrouve pour ce dernier thème 5, cette dernière vidéo sur le thème 5. On est toujours sur l'impact du numérique sur les conditions de travail, on est toujours en management. Et notre dernier point de cours concerne la motivation des salariés. On y va, c'est parti. Alors, on y va, on va partir d'un constat qui a été fait par différentes études, qui est étayé par un certain nombre de recherches scientifiques. Le facteur humain est nécessaire aux entreprises. Il n'existe pas d'entreprise qui fonctionne sans êtres humains. D'accord Et même mieux, la ressource humaine est un facteur de compétitivité. Autrement dit, si on gère bien notre ressource humaine, si les salariés sont bien dans leur entreprise, qui sont impliqués, engagés, eh bien, ils peuvent permettre à l'entreprise d'être plus compétitive que ses concurrentes. Donc c'est un facteur de performance que d'avoir un facteur humain qui soit bien mené dans l'entreprise. Et on remarque même que les entreprises où les salariés sont bien motivés, eh bien ça favorise l'agilité de l'entreprise. Et dans un contexte économique et politique et social extrêmement mouvant, c'est quand même super important, hein, l'entreprise agile, on en a déjà parlé, on va continuer à en parler. Et donc le facteur humain, le capital humain aussi, en fonction des approches, on peut l'appeler aussi ainsi, eh bien c'est un facteur de transformation des entreprises agiles. Donc c'est un facteur extrêmement important dans l'entreprise. Autant il y a eu des grands mouvements de substitution du travail par du capital, hein, par la machine, autant aujourd'hui on est plutôt, même si ce mouvement persiste hein, dans certains secteurs, on sait aujourd'hui, et c'est étayé, que même quand on substitue du capital au travail, hein, donc des machines aux hommes, eh bien on a quand même encore besoin des humains. Et c'est un vrai facteur de performance. Alors, comment est-ce qu'on va chercher à obtenir ça quand on est dans une entreprise, quand on est directeur RH, quand on est directeur d'une PME et qu'on fait sa RH soi-même? Eh bien, on va chercher à obtenir de l'engagement de la part des salariés. Alors, qu'est-ce que c'est que l'engagement? Eh bien, c'est à la fois d'être impliqué dans son travail, d'être motivé et d'avoir de la satisfaction au travail. Donc c'est avec ces trois conditions qu'on va obtenir l'engagement des salariés. Il faut qu'ils soient impliqués dans les tâches qu'ils ont à exécuter. Et ça vaut pour tous les niveaux hiérarchiques, hein, du plus petit au plus élevé. Donc impliqués, motivés. Je ne vous fais pas un petit point sur les motivations. La plupart d'entre vous, vous avez un cours, hein, les motivations, la pyramide de Maslow, les motivations hédoniques, les motivations négatives, etc. La plupart d'entre vous en BTS tertiaire, vous avez eu des cours là-dessus. Donc voilà, les autres, vous regardez dans vos manuels, vous allez voir, tout y est. Et la satisfaction au travail. Donc comment on mesure ça? Parce que c'est facile à dire, hein. Bonjour, tu es engagé? Coucou, oui, oui, je suis engagé. En fait, on va chercher quand même à mesurer ça avec des statistiques hein, qui sont du coup des éléments qui vont être objectifs. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? Évidemment, on va regarder le taux de turnover, je pense que vous y avez pensé très facilement, mais il y a également d'autres indicateurs que l'on peut regarder, comme, je rappelle que le taux de turnover, c'est bien le nombre de personnes qui partent de l'entreprise dans une année. Ça, on peut regarder, donc en plus du taux de turnover, la durée moyenne dans l'entreprise, on peut regarder le taux d'absentéisme, on peut réaliser une enquête plus qualitative auprès du personnel sur la qualité de vie au travail. Voilà, on a tous ces éléments qui peuvent venir en complément du taux de turnover, qui n'est pas le seul indicateur. C'est un indicateur intéressant, mais ce n'est pas le seul. Alors, on sait aujourd'hui que pour qu'un individu se sente engagé dans son travail, il a besoin d'être aligné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Eh bien, c'est quand ses besoins psychiques sont en phase et vont dans la même direction que
les objectifs de l'entreprise et la manière qu'elle a de lui demander de les réaliser, de contribuer à les réaliser. Donc c'est pour ça que vous avez l'image là sur le côté d'une boussole. Il faut que votre boussole personnelle de votre vie et de votre vie de travail soit dans la même direction que la boussole de l'entreprise. Et là, vous allez être aligné et là, on va obtenir de l'engagement. Donc, dans les politiques RH, on va chercher à obtenir cet alignement. C'est pas toujours facile, hein, puisque la boussole interne, c'est quelque chose qui se construit, que chacun construit dans sa vie personnelle et professionnelle. Et les choix de l'entreprise, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont parfois pilotés par un dirigeant, ils sont parfois pilotés de manière collective. Mais donc, on va essayer d'avoir, en tout cas, si on est parfaitement aligné, et généralement c'est quand on est entrepreneur et qu'on mène sa barque, mais il faut obtenir que vous ayez dans vos équipes des gens qui soient alignés aussi. Et donc, il faut trouver ces personnes qui sont alignées. Donc, c'est les politiques de RH où on vous explique qu'on va regarder vos compétences, mais pas que, votre savoir-être, est-ce que vous êtes aligné avec les valeurs, etc. Cette dimension-là est extrêmement importante et de plus en plus forte pour notamment les postes d'encadrement. Alors, comment on va faire pour savoir si on est aligné? Eh bien, déjà, c'est un travail à faire sur soi, hein, parce que parfois on est aligné, on ne s'en aperçoit pas. Donc, vous pouvez demander à être coaché pour savoir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez offrir du coaching à vos salariés. Ça, c'est une première bonne façon de savoir si les gens sont alignés et comment mettre en place des stratégies pour que l'alignement soit le plus important, pour pouvoir garder les talents. Mais il n'y a pas que ça, on va aussi regarder un certain nombre d'éléments autour des besoins des individus. Aujourd'hui, en 2025, quand on est au travail, eh bien, les études sociologiques et les études de RH ont montré que les individus au travail ont un certain nombre de besoins que je vais vous présenter tout de suite. Alors, les besoins des individus, les voici. Ils n'ont pas de hiérarchie entre eux, donc ils sont présentés de cette façon-là, mais ils pourraient être présentés autrement, puisque chacun va hiérarchiser ses besoins en fonction de sa carte du monde. Vous avez vu, on a parlé de boussole tout à l'heure, et chacun va avoir sa carte du monde. Donc, il y a appartenir à un collectif, c'est extrêmement important de se sentir appartenir à quelque chose. Il y a l'autonomie, la responsabilité et se sentir être digne de confiance, sentir qu'on vous fait confiance. Il y a les signes de reconnaissance, extrêmement importants. La plupart des salariés dans les enquêtes disent être en manque de reconnaissance. Avoir des relations positives au travail, hein, ne pas se friter avec ses collègues de travail, ne pas avoir de tension dans le bureau, c'est quand même mieux. Donc il y a un besoin de relations positives. Il y a un besoin d'appartenance à l'entreprise, d'appartenance à un métier, à une filière peut-être, voilà, quelque chose qui revient au collectif mais qui est peut-être un peu plus interne, et puis le besoin de pouvoir évoluer personnellement, d'apprendre des choses sur soi et professionnellement. Voilà les besoins qui sont les plus mis en avant aujourd'hui en 2025. Moi je suis assez d'accord avec ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, on en discutera si vous voulez en cours. On passe à la suite, les besoins des organisations. Parce qu'on a dit qu'il fallait être aligné, qu'il fallait aligner les besoins des salariés et les besoins, je fais des gestes que vous ne voyez pas, c'est pas grave, et les besoins des individus. On vient de voir les besoins des individus, on passe aux besoins des organisations. Elles ont besoin de personnes. Alors c'est pareil, c'est présenté un peu bizarrement, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de hiérarchie, d'accord, en fonction de la culture d'entreprise. Et en fonction des tâches, peut-être que certains besoins seront prioritaires à d'autres, mais il n'y a pas de hiérarchie absolue où en premier c'est celle-ci et en dernier c'est celle-ci. D'accord? Là c'est juste une présentation avec des numéros pour que vous puissiez avoir une vision plus claire. Donc il y a l'adhésion aux valeurs communes de l'entreprise, l'adhésion aux objectifs qui sont fixés par le management stratégique, c'est-à-dire par les gens qui pilotent l'entreprise, le besoin de communiquer, d'implication au travail, on vient de le voir, et le besoin de coopération. On a besoin de personnes qui soient en capacité de coopérer entre eux
et avec leur hiérarchie pour développer les activités. Sans coopération, effectivement, on n'y arrive pas. Et c'est la partie, je pense, peut-être la plus délicate ces dernières années. D'accord, il faut, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure lors une précédente vidéo quand on parlait de la résistance au changement. Typiquement, la non-coopération, lorsque vous avez des équipes qui sont en résistance au changement, c'est quelque chose que vous rencontrez. Pourquoi? Parce qu'ils n'adhèrent pas aux objectifs, ils se sentent, leurs besoins ne sont pas remplis, et donc leur moyen de répondre, c'est d'être dans la non-coopération, voire dans la non-communication. Ok, les moyens d'action des services RH et management, version 2, car la version 1 était confuse. Alors je vous fais une version 2. On y va. Donc, quels sont les moyens d'action des services RH et des managers de proximité pour obtenir l'engagement des salariés, pour obtenir l'alignement des besoins des entreprises et avec les besoins des salariés. Donc, on peut travailler sur le style de management, plus ou moins directif, plus ou moins participatif, ou même adaptatif, c'est-à-dire qui s'adapte à la situation, à l'équipe et aux personnalités qui est dedans. Pas être trop dogmatique à mon avis sur le style de management. On peut travailler sur les éléments de rémunération. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de rémunération, d'éléments de rémunération plus intéressants que d'autres. On peut aussi faire des rémunérations à la carte en fonction des besoins, ça existe. Hein. C'est pratiqué notamment chez nos camarades outre-Atlantique, c'est-à-dire au Canada. Beaucoup moins ici, mais voilà, une rémunération juste en tout cas, une rémunération peut-être aussi transparente, ça peut être intéressant. On peut travailler sur le temps de travail, comment on adapte le temps de travail aux besoins des salariés. On peut travailler sur les conditions de travail, avec la qualité des locaux, avec la répartition avec le temps de télétravail. Donc on peut soit avoir des règles qui soient souples, on peut s'adapter en fonction des situations des uns et des autres. On peut mettre en place des moyens de soutien. Je pense par exemple aux plateaux téléphoniques qui ont des grandes plages horaires d'ouverture, hein, où vous avez des personnes qui peuvent rester jusqu'à 20h, 21h pour répondre au téléphone. Et bien, proposer par exemple une crèche d'entreprise qui soit adaptée aux horaires d'un plateau téléphonique, c'est offrir des conditions de travail qui sont plutôt convenables et intéressantes, puisque en fait, vous ne pouvez pas garder si facilement que ça vos enfants jusqu'à 21h. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc on peut travailler sur des temps ou des activités de cohésion. Alors on pense aux after-work qui ont l'inconvénient de ne pas être sur le temps de travail, mais on peut aussi en faire sur le temps de travail. On pense aussi au droit à la déconnexion, on pense aussi au droit de distinguer la vie privée de la vie professionnelle. Et puis on pense également, on a parlé, hein, c'est un besoin fort, penser aux évolutions de carrière, faire évoluer la carrière des personnes. On en reparle quand on se voit en face à face. Tous ces éléments vont permettre en fait de créer une marque employeur, et plus votre marque employeur sera forte et positive, plus vous allez pouvoir attirer des talents. Donc on va avoir la création d'un capital image, et vous savez, c'est ces entreprises où on se dit « Waouh, t'es chez telle boîte, t'as ça comme avantage ». Voilà, c'est ça une marque employeur. Donc, on va créer ce capital image, c'est quelque chose qui, comme toute image de marque, hein, se développe et se développe sur du long terme, voilà, ou avec de la communication, et ce qui va permettre d'attirer des talents, hein, d'attirer les bons profils dont l'entreprise a besoin pour fonctionner, et surtout de les fidéliser. Donc là, on va retrouver le rôle d'employé advocacy, pardon pour mon anglais, mais voilà, de ces employés qui sont là pour être sur les réseaux sociaux, les avocats de l'entreprise, leurs représentants. Donc, vous trouvez par exemple des forums qui sont animés par des personnels d'entreprises du numérique, par exemple, des gens qui sont très pointus dans certains domaines technologiques, qui animent entièrement des forums pour pouvoir démontrer qu'ils sont là pour aider les utilisateurs.
Vous avez ceux qui sont très présents sur LinkedIn, par exemple, pour montrer tout ce qui se passe dans leur entreprise. Vous en avez par exemple à la SNCF, hein, vous avez des influenceurs SNCF, contrôleurs, chauffeurs, qui montrent leur métier. Ils sont donc dans ce rôle hein, de promoteur de la marque employeur, de leur employeur. Et puis, on constate également le développement de sites d'évaluation comme Glassdoor et sous ma tête, il y a Review Job. Euh, donc, euh, donc, ce sont des sites collaboratifs en mode TripAdvisor, mais pour les jobs et l'ambiance dans les entreprises. Donc, ce sont les candidats et les salariés eux-mêmes qui notent la qualité de l'ambiance de travail dans les entreprises. Donc, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, être sur ces sites et surtout, je vous conseille de surveiller ce qui s'y dit sur vous. Ça vous donnera une bonne indication sur les améliorations que vous pouvez apporter à votre entreprise. Voilà, c'est terminé sur la partie motivation et on va passer aux activités juste après.